Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero. Merci à tous de me suivre. C'est maintenant, en ce mercredi 19 février 2025, la 25e vidéo que je réalise. Donc je tenais à tous vous remercier pour votre soutien et l'intérêt que vous portez à cette chaîne en construction. Aujourd'hui, je m'attaque à un très gros morceau et je pense que c'est une vidéo charnière pour comprendre l'entièreté du marché. Donc, les différents marchés perpétuels, spot, des notions de volume et open interest, funding rate, des choses que l'on n'a pas encore abordées jusqu'à présent, mais qui me semblent donc très importantes pour comprendre la mécanique, de construction d'un prix d'un actif. Donc, pour moi, être, un bon investisseur, ça passe par la compréhension de ces mécanismes. Et du coup, ça nous permet d'investir à des meilleurs moments et donc c'est pour cela que je vais vous parler de tout ceci aujourd'hui, donc on y va. Eh bien, ma foi, c'est pas trop mal, hein, sur ce que l'on voit aujourd'hui, donc une petite, map plutôt mitigée, mais quand même du vert sur certaines, cryptos du top 100, donc un premier point positif, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc, attaquons tout de suite, les notions de, volume. Donc ce que l'on peut voir sur ce top 100, c'est, du bitcoin qui reprend, un petit peu du poil de la bête, donc avec un volume quand même de 32 milliards. Ethereum qui n'est pas en reste, 20 milliards. Je crois même que ce matin, il était devant bitcoin. Donc les marchés ont l'air de reprendre et de repartir un petit peu. Donc c'est plutôt encourageant. Donc Crypto Bubble, c'est un agrégateur à la fois de prix et donc là, on a déjà une bonne notion de volume, mais ça ne représente pas l'entièreté du volume des transactions sur Ethereum, par exemple, ou Bitcoin. Donc allons voir un autre site comme, CoinMarketCap, qui est aussi un agrégateur, de prix et donc de statistiques sur les actifs numériques. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là? On est sur des volumes quasiment similaires que Crypto Bubble. Voilà. Donc, jusque-là, on n'est pas trop mal. Si on creuse un petit peu la question, donc vous voyez que la répartition, se fait sur, là, en l'occurrence, des plateformes d'exchange centralisées comme Binance, mais aussi sur, Bitget, bien sûr, qui est très connu, Kraken, Mext. Donc tout ça, ce sont des CEX, mais il y a également des DEX, donc pour des Decentralized Exchange. Donc vous voyez, il y en a sur PancakeSwap, Curve, donc différentes plateformes d'exchange. Heu Le volume, ce que l'on peut voir, c'est que par exemple, si on va sur CoinGlass, lui, il en répertorie beaucoup plus, vous voyez? Par exemple, là, en quotidien, sur CoinGlass, on voit que, Bitcoin, il est à 34 milliards et Bitcoin 80 milliards. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, finalement, nos 2 agrégateurs précédents, heu, ne comptabilisent pas l'entièreté du volume des transactions sur, ces actifs. Heu, on peut aller voir par exemple, également, je voulais vous parler du marché OTC. Donc le marché OTC, c'est un petit peu un marché parallèle, donc où les transactions se font de gré à gré, c'est-à-dire que c'est un marché, on va dire, plutôt pour les grosses entités comme les institutionnels. Vous voyez qu'il y a eu une forte augmentation en 2024 de plus de 100. Donc ça marque bien l'intérêt des institutionnels envers les cryptoactifs.
et qui va aller, je pense, en croissant. Donc le marché OTC pour over the counter, pardon. Je suis décidément pas très bon en anglais, mais excusez-moi. Donc OTC, donc le marché de gré à gré. Donc ce qui est important de voir, c'est que, ça plaît beaucoup aux institutionnels parce que, c'est discret et surtout, ça évite d'influencer le cours de l'action, heu, s'il l'achetait par exemple sur une plateforme centralisée. Donc, double intérêt, les institutionnels restent discrets, ça passe entre guillemets «inaperçu», même si c'est pas réellement le cas parce que tout est traçable sur la blockchain, donc on peut déterminer qui achète quoi, mais ça reste quand même un peu plus, transparent, on va dire. Donc voilà comme première approche, donc vous voyez que sur CoinGlass il y a beaucoup plus de choses. Si on creuse encore un peu plus, par exemple sur Ethereum, on va regarder les volumes, on va zoomer pour voir les derniers jours. Vous voyez qu'on est bien à 36 000 000 d'échanges sur Ethereum. Donc, vous voyez que déjà là, il y a une répartition intéressante. Vous voyez que, Binance, il capte, quand même la plupart, des volumes en termes de plateforme centralisée. Donc à lui tout seul, il représente le tiers des volumes environ, globaux. Donc, là vous avez, le nombre de positions futures, c'est assez impressionnant, 5,8 millions de positions futures. Donc ça, c'est le volume, comme je vous ai dit. Ça, c'est, l'open interest, je vais vous en parler plus tout à l'heure, donc je vais pas rentrer pour l'instant dans les détails. Et donc c'est les ordres ouverts, donc des positions qui sont pas encore clôturées et donc justement, c'est sur les marchés perpétuels, mais je vais vous expliquer tout ça après. Donc voilà, les volumes, ça ne se contente pas effectivement du petit graphique là, de la petite bougie que l'on voit ici sur une paire en particulier. Il y a de multiples sources diverses et variées et donc c'est important, je pense, de comprendre ça, que finalement pour avoir un volume représentatif, donc déjà mettre une paire qui provient de Binance, c'est déjà plus réaliste puisque comme on l'a vu, il représente le tiers du marché à lui tout seul. Et ensuite, vous avez une distinction. Donc là, vous voyez que BTC-USDT, c'est le marché classique en spot. Donc en spot, on peut que trader en long et pas en short. On trade des positions pour donc prendre des profits. Donc on achète bas pour revendre haut. Voilà, ça se contente de ça. D'ailleurs, Binance, enfin tous les marchés français, grosso modo, le futur est interdit pour protéger, les investisseurs. Voilà. Donc, en dessous, qu'est-ce que j'ai intégré comme, paire de crypto? C'est le BTC USDT .P pour, marché perpétuel. Donc là, je vous ai représenté donc le volume traditionnel comme on a, excusez-moi, comme on a l'habitude de regarder. Mais je voulais vous partager aussi un nouvel indicateur que j'ai découvert il y a 3 jours, qui s'appelle le HMV, donc de XDeco. Donc, si vous voulez le rechercher dans les indicateurs, donc vous cliquez ici et vous faites donc HMW. Non, pardon, HMV, pardon. Donc pour Hetmark Volume. Donc, comme son nom l'indique, il a une notion de hot, donc heat map, donc de froideur ou de surchauffe. Voilà. Donc simplement pour vous dire que c'est la même chose, mais pas vraiment. Donc il a une dimension en plus qui est la notion d'importance de volume par rapport au passé. Donc, on voit que par le passé, là, les zones étaient beaucoup plus volumineuses, donc ça signifie qu'il y avait beaucoup plus de volume sur le marché. Donc, et ça, c'est important, je trouve, de l'avoir au quotidien, de pouvoir se positionner par rapport
au volume qu'il y a eu par le passé. Vous voyez ces énormes bougies et en plus je trouve qu'il est beaucoup plus, visuellement, sympathique que les bougies standards, que l'on retrouve en haut là, du volume traditionnel. Donc, bah, je suis très content d'avoir trouvé, cet indicateur de volume, donc, qui nous donne une information dans le temps et sur le volume actuel. Donc là, vraiment, on est en très peu de volume, hein, sur Bitcoin. C'est pour ça que finalement, il bouge pas beaucoup, hein, qui continue à ranger et globalement, bah, on voit que, bah, les volumes les plus importants sont faits dans la zone du Bitcoin qui était la plus intéressante. Donc je pense que beaucoup de personnes en ont profité, celles qui avaient de la liquidité à l'époque. Donc, bah, finalement, je suis fan de cet indicateur, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc pour revenir sur les marchés, donc spot et marché, futur, donc en perpétuel. P comme perpétuel futur, spot, bah, vous n'avez rien devant. Donc, pour vous illustrer en fait les volumes, on va aller sur Ethereum. Vous voyez que là, on est sur du 190 K à peine en marché spot, alors qu'en futur, on est sur du 1 036 000. Donc, quand même, plus de 5 fois, de volume sur le marché perpétuel en futur. Donc ça illustre globalement, ce qui se passe, sur les marchés. Le marché perpétuel apporte beaucoup plus de liquidité que le marché, spot, bah, parce qu'il y a là pas du gain et que le marché perpétuel peut vous apporter, beaucoup plus de rendement, heu et de bénéfices qu'en marché spot, si vous vous y prenez bien sûr. Donc la grosse différence du marché spot et perpétuel, c'est qu'en perpétuel, on peut parier à la hausse et à la baisse. Donc, vous voyez, on peut prendre par exemple une position en longue, voilà, et puis on peut prendre aussi parier sur la baisse d'un actif, alors qu'en marché, spot, on peut faire qu'à la hausse. Voilà, donc, et autre notion importante sur les marchés futurs, vous pouvez, appliquer des effets de levier. Donc ces effets de levier, c'est bien pratique. Ça permet de, par exemple, de prendre des positions avec, on va dire, heu, beaucoup moins de liquidité de départ. Par exemple, si vous voulez investir 10 €, parier avec que 10 € et faire comme si vous aviez 100 € d'apport. Donc vous mettez un levier fois 10 et c'est comme si vous pariez 100 $ ou 100 € sur une crypto. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à à la contrepartie, c'est que si votre actif bouge de 10 dans le mauvais sens, donc par exemple, si vous pariez sur la hausse de l'actif en levier x10 avec 10 $, si jamais vous retracez de 10 donc que ça va dans l'autre sens, et ben vous êtes liquidé, tout simplement. Donc, c'est en ça où les marchés, perpétuels sont risqués. Donc tout est démultiplié, à la fois les gains, mais les pertes également. Donc, méfiance, hein, pour ceux qui n'ont jamais testé, ce mode de trading. Donc déjà, il faut que vous alliez sur des plateformes qui vous le permettent. Donc Binance France ne vous le permet pas, hein, pour protéger l'investisseur. Donc, la France ne veut pas du marché perpétuel. Donc il faut aller sur d'autres plateformes comme BitGet, Mext, KuCoin, enfin, vous en avez plein. Vous pouvez même choisir des DEX, hein, sur, DYDX ou d'autres, hein, AAVE, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'était pour vous quand même vous parler de cette grosse différence et des possibilités que cela, apporte et ça va me permettre d'introduire la notion d'open interest et de funding rate, voilà, qui s'applique vraiment au marché perpétuel et vous allez comprendre, la grosse différence du marché spot et du marché futur. Comme son nom l'indique, on parie sur le futur et le spot, c'est en instantané et sur des valeurs déjà passées. Voilà, grosso modo.
Donc allons-y, on va regarder de plus près ce que sont ces indicateurs de open interest et funding rate. Donc comme je vous l'ai dit, l'open interest et le funding rate, ce sont 2 notions qui se traduisent plus sur, des indicateurs du marché perpétuel que spot, même intégralement. Donc interest, en fait, ce sont tous les ordres ouverts en long ou en short, que je vous ai expliqué précédemment, sur un marché, donc qui ne sont pas fermés, des positions ouvertes, d'où le nom open. Donc qui dit open interest, ce qui est intéressant de comprendre, ça veut dire que ce sont des positions donc non clôturées, donc quelque part tous les indicateurs sur ces, positions, et ben, elles vont nous donner des notions de sentiment de marché que l'on n'a pas dans le marché spot. Et ça, le funding rate, c'est, un espèce de mécanisme qui va permettre, de compenser la différence de prix d'un actif en futur, donc sur le perpétuel, pour le faire corréler au prix du spot. Donc en fait, heu, c'est ça a été introduit pour, grosso modo, si vous avez beaucoup de positions en long d'ouvertes, et ben, c'est un mécanisme qui va favoriser la vente des positions longues pour, essayer de faire diminuer le prix pour qu'il corresponde exactement au prix du spot. Donc c'est, une espèce de on pourrait le caractériser comme un RSI du futur. Donc, l'avantage, c'est il traduit un sentiment de marché qu'il n'y a pas dans le RSI. Le RSI, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et on l'applique principalement sur les marchés spot, le RSI, bah, c'est traduit par, une force d'achat ou de vente sur, l'actif réel en spot. Donc si on est plutôt en surachat ou en survente, donc là en surachat et en survente, mais sur des prix passés et pas sur des ordres qui sont encore ouverts. Donc c'est en ça où c'est intéressant d'analyser ces composantes, parce que le funding rate va vous donner une indication de sentiment de marché que l'on n'a pas au travers du RSI. Donc tous les ordres qui sont ouverts, vous voyez comme je vous l'ai expliqué, c'est une espèce d'arbitrage qui va permettre de faire corréler les 2 prix des actifs, entre le prix du futur et le prix du spot. Donc, on récapitule, bah, un open interest, donc c'est l'ensemble des positions ouvertes sur un marché, perpétuel ou futur. Donc il va s'analyser un petit peu comme je vous l'ai expliqué sur le volume, c'est-à-dire qu'un open interest qui monte, ça signifie que, bah, la tendance actuelle, et ça confirme la tendance actuelle, et inversement, bah, un open interest qui descend, ça infirme la tendance, et donc ça peut montrer, un retournement de tendance. Pour ce qui est du funding rate, je récapitule. Donc on a vu que les volumes, finalement, étaient plus représentatifs sur le marché futur. Donc c'est en ça où, interpréter le funding rate peut être intéressant pour essayer d'anticiper le prix du marché. Vous voyez que, bah, il nous manque une composante dans le RSI. Dans le RSI, comme je vous l'ai expliqué, c'est basé sur des prix passés. Donc, on va dire, si un actif est suracheté ou survendu. Sauf que ça ne signifie pas que, ça n'intègre pas la notion justement de sentiment de marché pour savoir si, bah, les gens qui sont en futur, qui représentent plus de volume, vont plutôt vendre ou acheter. Et donc c'est en ça où c'est intéressant d'analyser aussi le funding rate.
Donc je vous ai préparé même un indicateur que je suis en train d'élaborer, donc il n'est pas totalement, finalisé, mais ça me permet de vous montrer un petit peu, les choses. Donc je l'ai repris de Cryptocy et j'y ai apporté quelques modifications, dont des moyennes et un range pour savoir, les zones de surcharge ou pas. Donc ce qui est intéressant de comprendre dans le funding rate, donc c'est cette notion de sentiment de marché. Donc vous voyez que là, on était dans une phase, par exemple, haussière sur Ethereum. Le RSI nous disait: «Attention, attention, on est en surchauffe». Sauf que, bah, le funding rate, lui, donc sur tous les ordres ouverts, il disait: «Bah, on peut continuer, finalement, je m'aperçois que, bah, voilà, le sentiment de marché disait que, bah, on est plutôt encore en phase haussière et que, bah, on peut continuer et pas clôturer sa position». Donc vous voyez que si on retrace par rapport au passé, c'est pour ça que faut que je l'améliore. Je pense que je vais mettre des espèces de strates de couleurs pour marquer les zones de surcharge ou pas. Vous voyez qu'il y a des endroits où on dépasse largement ce range que j'ai marqué de 0,20 environ, plus ou moins 0,20 de funding rate. Donc voilà le funding rate, ce qu'il faut voir, c'est que peu importe qu'il soit, positif ou négatif, donc là il est positif, négatif, ce qu'il faut voir quand même, c'est, les zones de surcharge, pour voir s'il y aura pas un retournement de marché. Donc là, on voit que vraiment les ordres longues, donc quand c'est positif, c'est qu'il y a énormément de positions en longue et que, bah, par le mécanisme de funding rate, donc les traders vont payer de plus en plus de frais et donc ça les incite à vendre au profit des shortistes et donc du coup, bah, mécaniquement, ça va, faire diminuer le cours pour qu'il soit corrélé au prix, comme je vous l'ai dit, du spot, mais ça peut donc marquer une inversion de tendance du cours du marché. Chose, voilà, qu'on peut louper dans des phases, en analysant simplement le RSI où il y a pas de sentiment de marché, vous voyez? Donc là, vraiment, on atteint du top et on peut se dire que c'est vraiment, la fin. Bon là, il y avait une divergence baissière, mais vous voyez que ça n'a pas marqué la fin du mouvement global. Je tiens à rappeler d'ailleurs que personnellement, je suis pas un vrai, «trader» entre guillemets, hein, donc j'ai appris sur le tas. Donc si parmi vous, il y en a qui, sont professionnels et qui ont des informations complémentaires, voire, des rectifications à donner par rapport à mes explications, n'hésitez pas. Donc la communauté est faite pour ça. La notion de sentiment de marché d'ailleurs, et on s'en rend compte, de plus en plus aujourd'hui que maintenant, que la finance, traditionnelle entre sur le marché, cryptographique des actifs numériques et donc bah, le sentiment de marché prend de plus en plus d'importance. D'où je pense, voilà, heu, que c'est important d'intégrer ce funding rate dans l'anticipation des prix, pour le futur et et donc qui vont influencer bien entendu le marché spot, avec cette notion supplémentaire de sentiment de marché. Dans la continuité de ce que je viens de dire, je pense que c'est intéressant effectivement de suivre l'actualité, au quotidien, de près, parce qu'elle va influencer, de plus en plus, le cours des actifs numériques. Donc voilà, il faut pas hésiter, au quotidien à regarder ces actualités qui sont des sources d'informations, qui peuvent influencer les traders et donc par conséquent, leurs ordres ouverts sur les marchés futurs. Vous voyez que par exemple MicroStrategy, qui s'est renommé récemment Stratégie, on découvre qu'ils influencent vraiment la macroéconomie de façon phénoménale. On apprend qu'il y a énormément d'institutionnels qui investissent dans, ces actions. Donc MicroStrategy, c'est un petit peu, une manière de s'exposer sur les marchés traditionnels, de s'exposer à Bitcoin avec des effets de levier. Donc c'est une espèce de bulle spéculative, mais qui prend
et il continue de lever, des milliards et des milliards, vous voyez là, par cet article-là, pour racheter de plus en plus de bitcoin. Alors est-ce que ça va pas nous, sauter à la figure pour être poli un jour? Je pense que si, personnellement, mais il faudra sortir au bon moment ou alors, bah, ce pari fou peut vraiment nous envoyer dans la stratosphère pour bitcoin. Bah, l'avenir nous le dira de toute façon, on n'a pas de boule de cristal. Et ben, je vous remercie tous pour, m'avoir suivi, durant toute cette vidéo explicative et puis, bah, n'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs. Une vidéo un peu longue, je l'accorde et je m'en excuse, mais j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Ça a été un plaisir de vous partager en tout cas, tout ceci et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ce contenu et puis à partager la vidéo et que la force soit avec vous les costauds!